Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de Culture Soccer, le podcast quotidien sur la Gold Cup. Aujourd'hui, on revient comme d'habitude sur les matchs de la veille et on est comme d'habitude, aujourd'hui c'est moi, Adi Raphaël, qui va faire l'animation et je suis rejoint comme d'habitude par mes rédacteurs en chef, Antoine Latran et Anthony Devarenne. Salut les gars, ça va bien? Salut, ça va très bien toi? Ça va très bien. Trop cool de se retrouver tous les trois. Et puis cette fois-ci, on a un invité pour la première partie de ce podcast-là avec Dimitri Valsin que vous avez, c'est sûr, vous avez écouté dans les derniers podcasts, qui est là pour nous parler bien évidemment, de sa sélection, son pays d'origine, Haïti, mais aussi donner son avis sur le deuxième match entre les Bermudes et le Nicaragua. Ça va bien, Dimitri, aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Grenadier à l'assaut! Voilà, il est tout content avec, on va en parler plus tard, la victoire d'Haïti hier contre le Costa Rica. On aura le temps de décrypter ce match-là, mais on va commencer par le premier match entre les Bermudes et Nicaragua. Une victoire de 2-0 pour les Bermudes où ce petit pays, pour sa première participation en Gold Cup, a vraiment impressionné tout le monde. Antoine, tu avais parlé durant la présentation de la compétition de la Gold Cup, comme quoi dans certains journaux aux Bermudes, ils disaient comme quoi ils seraient capables de remporter la compétition. Donc bref, finalement, je vais pas dire ils sont pas passés loin, mais ils ont pas fait piètre figure, n'est-ce pas, Antoine? Ouais, exactement. Finalement, c'était pas si mal pour une île de 65 000 habitants. Franchement, c'est impressionnant. Déjà qu'ils avaient mis un but contre le Costa Rica, pardon. Au Costa Rica, je me souviens, mais ils avaient marqué un but contre le Costa Rica déjà. Donc, vraiment une belle performance pour une première Gold Cup. Tu vois, à côté, si tu compares avec leur adversaire du soir, le Nicaragua, ils en sont à 3 Gold Cup et 9 matchs, 9 défaites. Donc, c'est pas si facile que ça de gagner un match en Gold Cup. Et les Bermudes ont fait vraiment le travail hier soir dans un Red Bull Arena, le stade donc des New York Red Bulls, qui était assez plein pour un match de Gold Cup d'une île de 65 000 personnes. Il y avait quand même pas mal de supporters des Bermudes dans les tribunes. C'était marrant de voir tous ces maillots roses, le maillot qui est d'ailleurs superbe, je trouve. Et ils ont été très bons dans tout ce tournoi. Et ce match hier a vraiment montré, là, parce il y a eu 2 ou 3 actions du Nicaragua, mais la plupart du match, j'ai trouvé, peut-être que Anthony sera d'accord avec moi, lui qui a pu le regarder aussi, et je trouvais qu'il était majoritairement le match pour les Bermudes, qui sont vraiment allés chercher les Nicaraguayens. Ils sont vraiment déplacés, ont fait un gros pressing assez haut, j'ai trouvé. Et donc, franchement, une belle rencontre, une belle victoire pour les Bermudes, et je suis content de les voir repartir avec 3 points. Ouais, c'est ça. Donc, Anthony, c'est ça, toi aussi qui as vu ce match-là. Tu as trouvé comment cette prestation des Bermudes qui vraiment impressionne. Puis moi, j'ai vu sur certaines actions comme quoi ils auraient pu en marquer aussi un peu plus. Je sais pas ce que tu as pensé de ce match-là, toi. Non, c'est ça. Excellente première mi-temps des Bermudes, honnêtement. Là, moi, j'avais surtout un genre à l'œil, c'était Zeko Lewis, l'ailier des Charleston Battery. Donc, qui évolue en USL. Donc, vraiment, les Bermudes, là, j'ai été agréablement surpris de cette équipe. Vraiment, ça jouait bien. Au retour de la deuxième mi-temps, le Nicaragua semblait vraiment un peu plus à l'aise, mais au final, là, ça a seulement duré une dizaine de minutes. Après ça, vraiment, les Bermudes ont vraiment de plus en plus dominé le Nicaragua à l'image là, des 2 buts en une douzaine de minutes. Là. Donc, vraiment, là, c'était excellent match des Bermudes là, avec vraiment là, en contre-attaque, là, c'était vraiment explosif avec des passes pratiquement parfaites, une belle vitesse de jeu. Donc vraiment, les Bermudes, là, je vais vraiment les suivre de plus près à l'avenir. Là. Ouais, c'est sûr, je pense que tous, on est un peu intrigués par cette équipe des Bermudes. Dimitri, je sais que toi aussi, t'as vu une partie de ce match-là. Est-ce que tu es impressionné? Est-ce que tu t'attendais? Déjà, on sait déjà que contre Haïti, les Bermudes déjà avaient, je veux dire, impressionné, même si Haïti n'avait pas joué son meilleur match. Ils avaient perdu. Finalement, Haïti avait remporté le match 2-1 après avoir été mené 1-0. Donc, on en avait parlé dans un podcast avec toi. Mais sauf que finalement, c'était pas Haïti le problème. Ça a l'air que c'est plus les Bermudes qui sont un problème pour tout le monde, hein? Oui, non, clairement. Moi, ce que j'ai constaté, en tout cas, sur leurs 3 matchs, les joueurs des Bermudes avaient beaucoup d'abnégation. Ils mettaient beaucoup d'engagement dans le match, peu importe l'adversaire. Ils avaient peur de personne. Ça se voit dans le langage corporel des joueurs aussi. Hein,
ils n'avaient pas nécessairement peur et puis ils étaient prêts à aller au combat. Et ça a paru contre le Nicaragua qui, je pense, moi, en tout cas en fin de match, là, ils se sont fait un petit peu manger sur les duels. Ça, je pense, que ça a été une des clés du match pour les Bermudes aussi. C'est ce qui a d'ailleurs mené au début sur les courses sur le côté. Et puis, en tout cas, c'était du jeu britannique comme on a l'habitude de voir, parce que je l'avais déjà mentionné aussi dans le premier podcast. Mais les Bermudes, franchement, en termes d'engagement et en termes d'intensité ou d'impact physique, franchement, c'était assez impressionnant à voir. Puis, non, c'est grandement mérité cette victoire. Grandement mérité. Effectivement, et tu parles du jeu britannique, tu as complètement raison. Il y a pas moins de 7 joueurs de cet effectif qui évoluent en Angleterre ou en tout cas, je vais dire plutôt dans le Royaume-Uni. Donc, ce qui veut dire que oui, il y a cette forte impression. On sait que c'est une colonie aussi du Royaume-Uni. Donc, c'est sûr qu'il y a cette grosse... ce gros côté un peu britannique dans la manière de jouer des Bermudes, très physique, très bon, assez, je vais pas dire kick and rush, mais assez physique comme jeu. Donc c'est ça, Anthony, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. C'était moi qui faisais Excuse-moi. C'est juste pour dire, ouais, franchement, en plus, c'est le genre de belles histoires qui font du bien à la CONCACAF et c'est pour ça que c'est cool d'avoir cette Gold Cup qui est un peu plus étendue avec plus de pays. L'année prochaine, les Bermudes, ils sont en Nations League avec le Mexique et le Panama, donc on va pouvoir les revoir au très haut niveau. Et voilà, comme je disais, les maillots sont superbes. Quand ils ont gagné, le ministre du Tourisme a dit qu'ils allaient leur donner $50,000 à la fédération pour pouvoir permettre de voyager un peu plus. Il va y avoir plus de fonds pour cette équipe. Et comme je disais sur Twitter ce matin, l'attaquant qui a marqué le premier but, il joue au Robin des Bois FC, quoi, au Robin Hood FC, une équipe locale aux Bermudes. Mais c'est ce genre de belles histoires qui fait vraiment le charme un peu de la CONCACAF derrière les grosses équipes et qui montre que les Bermudes, comme le Curaçao, comme la Martinique, ce sont vraiment des équipes qui peuvent s'imposer au niveau et dépasser des pays beaucoup plus peuplés. Oui, et si je peux rajouter là, le joueur des Robin Hood FC, là, je serais vraiment pas surpris au vu de sa performance XXL là, dans cette rencontre avec une passe décisive et un but là, de retrouver pourquoi pas au moins en Division 3 américaine, ça serait beau là, en Ligue 1, même en Championship là, avec le match qu'il nous a fait, là, je crois bien qu'il y a le niveau là, avec pourquoi pas Execo Lewis à Charleston. Exactement. En plus, ce joueur-là, c'est Lejuan Simmons qui a 26 ans au Robin Hood FC. Donc, il n'est pas très vieux. Bon, après, il n'est pas très jeune pour avoir la grosse marge de progression. Mais oui, je verrais bien ce genre de joueur-là en USL Ligue 1, même peut-être en USL si jamais il performe assez vite. En tout cas, c'est intéressant de voir tout ça. Moi, je suis vraiment très, 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 très impressionné. J'ai vu beaucoup de monde, et j'en ai parlé dans le dernier podcast, celui d'hier, qui disait que, bon, on a peur parce que dans la Gold Cup, la Gold Cup est en train de s'élargir, puis on a toujours vu des scores fleuves et ainsi de suite. Ben, écoutez, je suis vraiment désolé, mais quand je vois que le fait d'avoir cette compétition à autant d'équipes a permis de nous faire découvrir des équipes comme les Bermudes, moi, je signe tout de suite. Puis, effectivement, les seules équipes qui ont été vraiment un peu mises de côté durant cette compétition et qui ont vraiment déçu durant cette compétition, bon, on peut dire le Nicaragua, mais même là, ils n'ont pas reçu de grosses fessées non plus, à part contre le Costa Rica. Et puis, bon, Cuba. Cuba, c'est la seule équipe qui a vraiment eu du mal. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dimitri, tu penses quoi du niveau de cette compétition, malgré le fait qu'elle se joue cette fois-ci avec 16 équipes? Moi, je pense que le niveau se resserre en CONCACAF. Ça, c'est indéniable. Il y a des petites équipes, comme vous mentionniez, là, les Bermudes, Curaçao. Curaçao, ça, c'est sûrement pour les prochains matchs, là, mais ça, c'est une équipe, pratiquement la majorité joue aux Pays-Bas en première ou en deuxième division. Oui, donc, exactement. On en avait parlé plusieurs fois, effectivement. Et du temps où Curaçao était les Antilles néerlandaises, c'était une équipe aussi qui était difficile à gérer, en fait. Donc, il y a toujours eu beaucoup de talent dans ces petites îles-là. Et puis, non, franchement, il était temps que la CONCACAF mette la Gold Cup à 16 équipes. On sait qu'on entend de plus en plus parler de fusion aussi avec la CONMEBOL.
en tout cas, il y a tellement de choses à faire, je pense, avec la CONCACAF de commencer avec la Gold Cup à 16, la Nation League. Franchement, ça, c'est des pas vers l'avant pour le niveau de cette confédération qui, franchement, est souvent négligée un peu partout dans le monde. Mais il y a du niveau ici et les joueurs savent jouer au ballon. Exactement. Donc, je ne sais pas si par rapport à ça, Antoine, tu as quelque chose à rajouter par rapport au fait de voir cette compétition et ce genre d'équipe. Et en fait, que l'écart se rétrécit entre les grosses équipes de la région et on a vu, par exemple, le Mexique contre la Martinique, on en a parlé hier. En tout cas, ce genre de choses où on s'y attendait pas vraiment, puis bon, il nous prouve tort, en fait. Ouais, non, mais il y en a un qui l'a prédit, c'est Diego, quand il faisait le podcast, je crois, avec toi au début de la compétition. Il disait qu'en fait, comme tu as les équipes plutôt bonnes, comme le Costa Rica, le Panama, le Honduras, elles ont vraiment du mal en ce moment. Par contre, à l'inverse, les petites équipes vraiment gagnent en expérience. Elles gagnent grâce à ces compétitions comme une Gold Cup plus grande ou la CONCACAF Nations League l'année prochaine. Elles vont continuer à gagner, emmagasiner de l'expérience, être habituées à jouer des matchs internationaux. Et pour ces petites équipes, ça va vraiment être bien de se mesurer avec des équipes comme le Mexique ou les États-Unis ou le Canada ou le Costa Rica. Donc voilà, c'est vraiment un nivellement. Après, je ne sais pas si c'est bon pour les géants du continent, comme le Mexique par exemple, mais en tout cas pour les équipes moyennes et assez faibles, c'est vraiment une bonne chose. Oui, il a eu complètement raison par rapport à ça. Ben, il ne faut pas oublier aussi que le Mexique a failli se créer la frousse en gagnant juste 3-2 contre la Martinique. Donc oui, c'est pas l'équipe AA du Mexique, mais n'empêche, même avec l'équipe B du Mexique, je suppose les Mexicains, dont Diego, s'attendaient à survoler cette phase de groupe par 3-4 buts d'écart. Donc oui, c'est vrai que l'écart entre les petites équipes et les équipes qui poursuivent le Mexique s'est rétréci. Donc, comme on l'a dit, donc des équipes comme Costa Rica, Panama, États-Unis qui vont pas très bien. Effectivement, que l'écart entre cela et les plus petites équipes s'est rétréci, mais aussi, je pense que l'écart avec le Mexique commence à se rétrécir de plus en plus. En tout cas, c'est mon avis. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Anthony. Ben, c'est vraiment, oui, ça se rétrécit et j'ai vraiment, pourquoi pas, ça va être pour moi dans longtemps, là, mais avec une Gold Cup à 16 équipes et vraiment avec des découvertes comme qu'on a eu la chance d'avoir, pourquoi pas la mettre à 24? Non, mais Non, ça, je t'ai pas. Non, ben, j'exagère, là, mais vraiment, là, je crois là, que vraiment à 16 équipes, là, c'est idéal pour la Gold Cup. Ça rend vraiment les choses plus intéressantes. Et oui, l'écart de niveau se rétrécit. Et vraiment, là, c'est une bonne chose là, de voir des nouveaux pays dans cette compétition-là. exactement, exactement. Donc, revenons à nos moutons, qui est ce match entre les Bermudes et le Nicaragua. Est-ce que vous pensez que le Nicaragua, dans ce match-là, et en fait dans ce groupe-là, parce que le Nicaragua finit quatrième de ce groupe avec 3 défaites, 8 buts encaissés, aucun marqué, est-ce que vous pensez qu'effectivement le Nicaragua était vraiment bien en dessous? Commençons par Antoine. Alors, je n'ai pas regardé 3 matchs, je crois que j'en ai loupé un du Nicaragua. Mais en tout cas, pour les 2 que j'ai regardés, c'était vraiment pas un souci pour les adversaires, quoi. Le Nicaragua, là, hier contre les Bermudes, ils ont eu, je crois, une grosse occasion en fin de match sur un tir lointain. Mais grosso modo, c'était vraiment pas dingue ce qu'ils ont proposé. Et c'est pas une des équipes les plus faibles comme Cuba, parce qu'ils arrivent à rivaliser au milieu de terrain, mais on voit que devant, ça pêche et ils ont du mal à se créer des occasions. Oui, effectivement. Et toi, Anthony, est-ce que tu as pensé que vraiment ils étaient un peu surclassés? Moi, je trouve que c'était pas une équipe qui était bonne pour passer le groupe, mais je n'ai pas trouvé qu'ils ont été surclassés non plus. Moi, honnêtement, le Nicaragua, j'ai vraiment pas été impressionné. Et même là, j'étais pratiquement surpris qu'il n'ait pas marqué dans cette rencontre parce que j'ai vraiment trouvé le gardien des Bermudes vraiment pas serein dans ses buts, là. Souvent, j'avais l'impression que les arrêts, il y avait un petit peu de difficulté. Fait que j'ai l'impression qu'avec une meilleure qualité en attaque, le Nicaragua aurait pu, pourquoi pas, en marquer un, voire 2. Et vraiment, là, comme j'ai dit, j'ai pas été impressionné par cette équipe. Mais elle réussissait quand même comment je pourrais dire ça, à rivaliser
Mais il manquait cette petite touche pour pourquoi pas créer la surprise. Comme les Bermudes ont quasiment réussi à faire, par exemple, face à Haïti. Là. Oui, effectivement. Et juste pour revenir maintenant sur les Bermudes, c'est bien que tu le relances. Les Bermudes ont perdu 2-1 contre Haïti, ont perdu 2-1 contre Costa Rica avant de s'imposer 2-0. Je sais qu'on on a dit que, bon, effectivement, c'est la première Gold Cup. On a parlé déjà du fait qu'on a été impressionné par les Bermudes. Sauf que, non seulement qu'on a impressionné, mais je pense que juste point de vue résultat, qui aurait cru que les Bermudes perdraient juste avec un but d'écart face au Costa Rica et face à Haïti? On s'attendait à des scores fleuves. Est-ce que, par exemple, je sais pas, Dimitri, est-ce que toi, je sais que tu avais commenté, par exemple, le match contre Haïti, puis tu avais dit comme quoi, bon, Haïti avait mal joué, mais c'est ça. Finalement, il faut saluer aussi le niveau de ces Bermudes-là. C'est ça. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, même si tu en as déjà parlé un peu. Non, franchement, je pense que les Bermudes avaient joué en fait, eux, les Bermudes, dans le match que j'avais vu contre Haïti, en tout cas, ils ont joué le match qu'ils devaient jouer. Et ils ont été sérieux du début jusqu'à la fin. On a vu qu'Haïti a monté de niveau en deuxième mi-temps, mais je pense même que les Haïtiens s'étaient un petit peu assis, pensant que c'était les Bermudes, que ça allait être correct, on allait pouvoir gérer. Finalement, ils se sont rendus compte que ça joue au foot, puis que dans les duels, ça fait mal. Donc, non, les Bermudes, franchement, c'est du beau niveau. J'ai vu de la qualité. Il y avait de la cohérence. Euh, Quant au Nicaragua, moi, ce que je peux dire, juste pour ajouter à ce que les autres ont déjà dit, le Nicaragua, c'était bien sur la possession, mais dans le dernier tiers du terrain, on pouvait absolument rien faire. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, je sais pas, toi, Antoine, si tu as un dernier mot à rajouter par rapport à ça. Ouais, juste aussi pour dire franchement félicitations aux fans des Bermudes qui se sont déplacés en tribune parce qu'on voyait vraiment beaucoup de roses et on parlera des Haïtiens plus tard, mais il y en avait aussi beaucoup dans le stade et c'est une des bonnes choses cette Gold Cup grâce en fait au fait qu'elle soit aux États-Unis. C'est bon, c'est un peu relou qu'elle soit toujours au même endroit chaque année, mais c'est bien de voir des fans des communautés, par exemple à New York, se déplacer au stade. Et pour donner aussi un ordre d'idée, parce que je parlais des 70 000 habitants des Bermudes, c'est quand même tout petit et j'ai cherché un petit peu quelle ville pouvait s'acclimater. C'est comme si Moncton, pour nos Québécois, pardon, pour nos Canadiens, c'est comme si Moncton avait une équipe nationale qui arrivait à battre le Nicaragua, quoi, qui a 6 millions d'habitants. Pour les Français, genre Ajaccio, c'est un truc de dingue quand même, 65 000 habitants et tu arrives à battre des pays qui ont 6 millions, tu arrives à mettre un but contre le Costa Rica ou Haïti, je sais toujours plus. Mais enfin, c'est vraiment un exploit, je trouve, les Bermudes, et c'est vraiment un vivier de talent et j'ai hâte de les voir en Nations League. Exactement. Et moi, j'ai vraiment hâte à un moment d'avoir un expert bermudien qui vienne nous aider lors de nos podcasts lorsqu'on parle de. Ouais, ce serait vraiment magnifique parce que la seule chose, c'est que ce sera compliqué de trouver non seulement un expert bermudien, mais en plus francophone parce que c'est un pays qui est anglophone et lusophone, en fait, qui parle portugais et anglais. Donc, bref, ça va être assez difficile à trouver, mais bon, on espère que ça arrivera à un moment donné. Voilà pour ce match-là. On va passer directement au match suivant. Le match suivant, on est rejoint en premier par notre cher spécialiste du Costa Rica qui est là avec nous, Greg Chaboch. Salut Greg, ça va bien aujourd'hui? Salut à tous. Bah écoute, ça va, il fait très très chaud ici en France, mais à part ça, ça va bien. Nous, au Québec, il pleut, donc voilà. Tu vois, ici, on était à 40 dans la voiture à l'instant, donc il fait hyper chaud. Ah, d'accord. Parfait, excellent. C'est bien. Alors, j'espère que je pense que la transpiration à ce moment-là, elle est plus due par rapport au match d'hier soir, mais plus par rapport à la chaleur. Tu pensais quoi de ce match-là hier? Une défaite, pour rappeler à nos auditeurs, une défaite du Costa Rica, défaite surprise face à Haïti sur le score de 2-1. Écoute, c'est le problème quand tu respectes pas l'adversaire, et par moment, tu te fais un peu claquer la gueule quand ça t'arrive. Là, ça a été le cas, je pense, hier soir. On rappelle que le Costa Rica avait 6 points à l'engagement du match, comme les Haïtiens.
Du coup, bah, Matosas avait décidé de faire un peu tourner. Je l'avais dit dans le précédent podcast. C'était un peu la tendance. C'était que certains joueurs, comme par exemple Matarrita ou Randall Leal, ou même devant Saborio, Brian Ruiz, puissent démarrer le match parce qu'ils n'ont pas démarré ils étaient sur le banc jusqu'à là. Ça a été fait. Donc, 6 changements par rapport aux 11 titulaires de d'habitude. Et bah forcément, au départ, forcément, ça se passe plutôt bien. Saborio ouvre le score à la 9e minute. On se dit, bon, bah, à la mi-temps, clairement, je pense qu'on a tous la même analyse à la mi-temps. On se dit, écoute, il a fait une revue d'effectifs. En plus, il gagne. Il ne peut pas arriver grand-chose au Costa Rica. Et finalement, bah, t'as Haïti qui rentre dans la gueule des Costariciens, qui fait beaucoup de mal, que ce soit dans les duels, que ce soit dans les contres. Les contres étaient très, très bien joués. Je ne sais pas si vous avez fait attention ou si vous avez regardé le match, messieurs, mais les contres étaient très très bien joués. Plusieurs fois dangereux sur la cage de Morera. Tu as l'ouverture du score qui vient sur un penalty parce que Fuller est un défenseur qui est très très moyen et il fait une grosse erreur de jugement, on va dire, au niveau de l'action. Il fait faute, penalty assez logique, hein. Il n'y a rien à redire, évidemment qu'il y a faute. Ensuite, Morera est à 2 doigts vraiment de sauver le Costa Rica parce qu'il fait une parade vraiment exceptionnelle. Je l'ai retweeté d'ailleurs aujourd'hui sur Twitter si vous voulez aller la voir, mais il va très très vite au sol. L'attaquant haïtien, j'ai perdu son nom, le numéro 9, dans la surface de réparation, il tergiverse un peu, il fait son crochet pied droit, il frappe et Morera va très très vite au sol pour sortir le ballon. Et à ce moment-là, on se dit, ah, t'es quand même pas passé loin pas d'avoir la honte, mais t'es pas passé loin de te faire taper par Haïti. Et Matosas fait un petit aveu de faiblesse en faisant sortir Brian Ruiz. Merci à 70 minutes de jeu et il a fait rentrer Oscar Duarte. Donc il fait sortir un numéro 10 qui a joué 9,5 sur ce match-là pour un défenseur central. Donc le message est clair, on va reculer. Et évidemment, bah, au football, quand tu recules trop et que en face ça attaque, et ben ça marque. Et ça marque et tu perds le match. Tu perds le match de 1 parce que tu as pris un but dans les 10 dernières minutes et tu n'as pas su trouver de réponse offensive. Alors est-ce qu'à la mi-temps, tout le monde s'est dit, ça y est, c'est fait, c'est dans la poche, on est premier, 9 points, il y a là, tout est terminé. Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que le Costa Rica a fait une grosse erreur au niveau comptable, parce que du coup, maintenant, elle affronte, elle affronte la terrible, les terribles Aztèques de notre ami Diego. Et là, ça va piquer. Et là, ça va piquer parce que tu vas devoir jouer déjà ta peau maintenant, alors que tu aurais pu te faciliter les choses, sans manquer de respect au Canada, en prenant le Canada en quart, et du coup, tu pouvais voir un peu plus loin en parlant des demi, alors que là, tu vas déjà être face à un ogre, face à ton pire ennemi, j'ai envie de dire, celui qui te ridiculise à chaque fois. Donc, il va falloir sortir un très très gros match, mais au moins les cadres seront reposés, parce qu'ils ont pas joué. Ouais, exactement. En fait, tu as bien résumé la situation en parlant. Il faut quand même avouer, moi étant Canadien, il faut bien avouer qu'effectivement, le Canada est en dessous du Mexique. Là, il y a pas de comparaison à faire. Donc oui, effectivement, même, c'est de loin même sans te plus. même sans te manquer de respect, je pense que le Costa Rica est aussi largement en avance sur le Canada. Je suis plus trop sûr par rapport à cette année, mais ça, c'est une discussion pour une autre fois. On va- On verra en demi. On verra en demi. on verra pour le reste. On passe la parole donc à Dimitri. Dimitri, bon, on a vu le côté maintenant costaricien où on nous parle un peu où Greg a très bien résumé la situation de ce match-là contre Haïti. Toi, tu as pensé quoi de ce match-là? J'espère que tu t'es remis un peu de ta surprise et t'as pas trop bu hier soir et que t'as pas encore mal à la tête ce matin. En tout cas, parle-nous un peu de ce match-là et comment tu l'as vécu, toi. Ouais, j'ai laissé mon rhum Barbancourt fermé, quoi. J'ai laissé le bouchon dessus. Mais franchement, le match, bon, même si la première mi-temps a été dominée par le Costa Rica, il y avait quand même des petits flashs haïtiens. Ça et là, on sentait qu'au début de match, il n'y avait pas beaucoup d'aisance avec le ballon. Je l'avais mentionné aussi dans un de mes tweets que c'était pas très fluide comme transition. Donc, la transition défense-attaque, c'était pas franc. Mais au fur et à mesure que la rencontre avance, et en particulier après le but encaissé, on a senti les Haïtiens tranquillement montrer le bout de leur nez,
en fait, je pense 1 ou 2 actions après le but costaricain, il y a eu une action haïtienne qui a été ratée par Jonel Désiré, qui lui joue en Arménie. Donc ça a été le premier flash. Et puis on en a vu quelques-uns. En deuxième demi, par contre, alors là, l'équipe haïtienne a joué les contres à perfection, comme disait Greg. On a placé le ballon sur les côtés d'Éric Etienne. Waouh! Il a été sensationnel dans ce match. Il a été un danger constant. Dès que le ballon passait dans les pieds d'Hervé Basile, qui a joué comme un espèce de numéro 10 de milieu distributeur, ça s'en allait sur les côtés avec aisance. C'était lui le cerveau des contres. On avait aussi Brian Alcius qui, franchement, dans le milieu de terrain, faisait énormément de courses pour récupérer le ballon. Il y avait beaucoup d'engagement dans ce match et c'est le jeu haïtien. C'est l'ADN haïtien, ça a toujours été ça. On joue en contre, on est capable nos transitions défense-attaque sont très lucides, sont très fluides. Et la deuxième mi-temps nous a donné exactement ce que Haïti est dans son ADN football. Et franchement, c'était merveilleux juste de voir aussi à la fin, en 81e minute, Jimmy Alexis mettre le but, alors que lui, il avait mis le but sans faire par exprès le premier but. Là, franchement, c'était une performance d'orgueil, c'est une performance de fierté. Dukens a été le leader qu'il est et qu'il a été depuis qu'il est en sélection. Hervé Basile, qui a longtemps refusé la sélection, je l'ai vu aujourd'hui, en tout cas hier, je l'ai vu engagé, déterminé. Tous les joueurs étaient concernés et c'est une victoire d'équipe. Et c'était merveilleux à voir. Ouais, exactement. Juste 2 choses, si je peux rapidement rebondir. Alors, moi, vu de France, c'est vrai que se faire taper par Hervé Basile, c'est compliqué parce que moi, je l'ai vu évoluer ici, si j'ai pas de mémoire, à Caen. Ouais. Ouais, non. Je l'ai en travers de la gorge quand même. On a perdu contre Hervé Basile, c'est très moyen. Mais non, pour être plus sérieux, là où je suis d'accord avec toi, c'est que vous avez mis en fait les ingrédients de base d'un match de foot. Ça peut paraître bête à dire, mais quand en deuxième mi-temps, tu sens que les Brian Ruiz, les Guillard, Borges, ils mettaient pas forcément le pied, ils gagnaient pas les duels. C'est simple. En deuxième mi-temps, j'ai vu peut-être aller 1, 2 duels gagnés dans le match par les Costariciens en deuxième période. C'était incroyable. Ils se faisaient vraiment bouffer, comme s'ils avaient peur de la blessure. Tu vois, ils se retenaient un peu. Et bah, les Haïtiens là ont clairement dominé. Quand tu gagnes les duels dans un match de foot, t'as quasiment remporté la bataille. Il suffit ensuite d'être habile devant la cage, j'ai envie de dire, et t'as fini le travail. Et sur ce côté-là, les Haïtiens ont très bien joué. Mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, Morera sort une très grosse parade. Sinon, il y a 2-1 plus tôt dans le match. Hein. Il marque à 10 minutes de la fin, mais il peut y avoir 2-1 très très tôt dans la deuxième mi-temps. Tout à fait. Mais j'ai vraiment trouvé là, qu'Haïti, au fur et à mesure des minutes qui passaient dans le match, là, se sentait vraiment de plus en plus à l'aise. Et comme Dimitri l'a dit, là, Derek Etienne, qu'on connaît bien chez Culture Soccer, là, c'était incroyable. Juste le deuxième but, là, la petite passe qu'il fait pour que je me souviens plus c'est qui a centré, là. Mais vraiment, là, c'était vraiment beau à voir. Voilà, par exemple, excuse-moi de te couper, mais par exemple, ce deuxième but, je ne sais pas si nos éditeurs l'ont vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, mais il est criant de vérité sur cette deuxième mi-temps. Il y a un centre de la gauche, oui, de la gauche, si j'ai bonne mémoire, il y a un centre de la gauche, et le ballon, il traverse toute la surface de réparation. Il n'y a aucun Costaricien qui va, on va dire, faire le geste même pour le mettre en corner. Tout le monde le regarde passer, il arrive deuxième poteau, et deuxième poteau, il y a quelqu'un qui est passé devant encore une fois Fuller, et il y a 2-1. Donc c'est criant de vérité. Quand tu perds les duels, quand tu mets pas ce qu'il faut comme ingrédient en deuxième mi-temps, et ben en face, il y a des mecs qui jouent avec les crocs, il y a des mecs qui ont envie de te taper, et ils te tapent. Oui, c'est ça. Haïti a vraiment été plus combattant dans cette rencontre que le Costa Rica. Et même dans une entrevue d'après-match, Nazan disait que c'était la nouvelle Haïti et que cette victoire était pour le peuple. C'était vraiment beau à voir et je crois même le président les a félicités sur Twitter. Donc, vraiment, là, c'est une belle histoire, là. Hein, Dimitri?
Oui, non, je vous le dis, moi, cette équipe-là s'était donné comme objectif de faire la demi-finale. Bon, sur la qualité des joueurs, on Tu peux s'entend, je ne sais pas rêver, si ça tu va peux être. rêver, tu peux rêver, tu feras pas Non, la mais demi-finale. non, mais on peut questionner la qualité des joueurs haïtiens vis-à-vis celle des Canadiens qui devraient logiquement passer. Mais quand vous avez une équipe qui est déterminée, qui s'est donné un objectif et qui, franchement, nous l'a montré sur ce match-là, alors que dans les deux premiers, moi, et je l'ai dit dans les podcasts, Alors, j'étais très inquiet. Euh, Tu t'es présenté contre le plus gros adversaire que tu avais tu as pris de la confiance au fur et à mesure du match. Franchement, moi, si j'étais le Canada, je commencerais à oui, oui. étudier sérieusement Haïti. Moi, je sais pas si mon point de vue va valoir quelque chose parce que je suis neutre, on va dire, dans cette histoire entre vous deux. Mhm. Mais de ce que j'ai vu du moins d'Haïti, il faut que les Canadiens ils soient vraiment prêts à un combat. Parce que les Haïtiens, ils vont Ouais, tout donner. S'il faut laisser une jambe sur le terrain, ils laisseront une jambe, visiblement. Mais les mecs, tout à fait. ils ont les crocs, ils vont tout lâcher. Si les Canadiens ont un peu peur du duel, parce que la poule du Canada, j'ai pas vu tous les matchs du Canada, hein, je vais pas vous mentir, mais dans la poule du Canada, ça avait l'air très partagé entre. Tu avais le Canada et le Mexique qui étaient très forts, et les deux adversaires semblaient quand même très faibles en face. Pas vraiment. Pas Euh, Non, vraiment. pas vraiment. la Non, Martinique, pas quand vraiment. même. La Martinique était quand même assez bonne. Elle a juste perdu 3-2 contre le Mexique. Contre le Canada, oui, c'est vrai qu'elle a Enfin, perdu un 4-0, Mexique. mais sauf que Voilà. ça aurait pu passer complètement à travers, hein. On a failli encaisser des buts. C'est juste que les attaquants martiniquais ont juste pas Ouais. été très efficaces. Mais j'aimerais avant, juste en premier, excuse-moi, Greg, mais Vas-y, vas-y. Ouais. j'aimerais, c'est ça. On va parler en premier. On va parler bien évidemment un peu plus tard dans le podcast des quarts de finale qui arrive bientôt. Mais en premier, j'aimerais juste revenir sur ce match-là et en fait sur la phase de groupe de ces deux Ouais. équipes-là. On va commencer en premier par Haïti. Donc, je remarque Haïti, on va commencer par Dimitri, bien évidemment. Si je regarde un peu d'Haïti, je vois que Derek Etienne, par exemple, a été très bon sur les deux derniers matchs de la phase de groupe, même Mhm. s'il n'avait pas sa place dans le premier match. Est-ce que tu penses que Derek Etienne a maintenant sa place dans le 11 de départ? Même chose pour Hervé Basile, qui a juste joué lors de ce dernier match face au Costa Rica, qui n'a pas joué les deux premiers matchs. Est-ce que tu penses que ces deux joueurs-là, on devrait les voir titulaires lors des quarts de finale? Moi, je pense que oui. Je pense que même, bon, il y a Jonel Désiré qui a joué à la place de Franzi Pierrot. Franzi Pierrot devrait revenir parce qu'il a 1,94 m, donc imposant physiquement. Et on l'a vu contre les Bermudes, c'est lui qui a délivré l'équipe. Donc, lui, je pense que Haïti aura besoin de d'Éric Etienne. Ça, c'est certain. Il a montré hier, franchement, euh, ça a été le meilleur joueur sur le terrain pour moi. Ça a été le joueur du match. D'ailleurs, euh, la CONCACAF a pas mentionné son nom dans les joueurs du match. Ça a été Dukens Nazon, le joueur du match. Donc, je trouvais ça un peu bizarre. Mais non, effectivement, Derek Etienne doit jouer. Avec Dukens Nazon, Hervé Basile doit jouer. Je pense que Marc Colla doit tout mettre en place. Dimitri, c'est qui ton numéro 9? Le numéro 9 vraiment Numéro du 9, scénario. C'est Ah, Dukens Nazon. il a été bon. Ah ouais, il a été bon. Ouais. Ah C'est oui. Dukens Nazon, il a été formé à Laval, hein. Et puis maintenant, il se promène un peu. Là, il est en Écosse maintenant. Mais oui, non, effectivement, franchement, Dukens, c'est lui Ah oui. c'est le Ah ouais. capitaine spirituel de l'équipe. Ça, c'est clair. D'accord. Ça, c'est clair. Bah, en tout cas, ouais, hier, il a été très, très haut niveau. Est-ce que tu as des nouvelles? Alors, c'est juste une aparté de Kerven Belfort. Kervin Que- Belfort joue au Ouais, Bangladesh maintenant. très Ouais. bien. Très bien. Ah, voilà, c'est parce que je l'ai connu, il a signé, je crois, 6 mois Au ou un moins. an ici au GF38. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai connu. Ouais. Et tant bien que je tombe sur quelqu'un. Ouais. Bah, voilà, bah, il était international haïtien, lui, à l'époque, non? Parce que moi, je l'ai connu, il était Oui. international, il partait en sélection. Bon, tu vois, ça c'est une chose qu'il faut mentionner. Tu as mentionné un peu plus tôt qu'il y a des joueurs qui sont prêts à mettre leur vie sur le terrain. C'est parce que tu as des joueurs qui jouent dans des divisions Ah bah, inférieures en France, comme Brian Alceus, par exemple. Lui, il joue en championnat national 2. ouais, C'est te dire que il y a des joueurs c'est là-dedans, tu te le, poses la question c'est comment le, ça se ouais. fait. On appelle ça Mais CFA en France, mais oui, du coup, c'est le premier niveau du CFA. Donc, c'est la oui, quatrième division professionnelle. exactement, C'est exactement. ça. Donc, tu as des joueurs comme ça qui jouent dans l'équipe. Donc,
Non, sérieusement, tout sera dans l'attitude pour les Haïtiens parce qu'on sait qu'au niveau de la qualité des joueurs, je pense qu'il y a certains joueurs qui ne méritent pas de jouer là où ils jouent. Je pense qu'ils peuvent jouer en Amérique du Nord assez aisément, en USL ou en MLS. Mais non, sérieusement, j'ai été épaté de ce que j'ai vu hier. Et si on continue à monter en régime comme ça peut être dérangeant pour le Canada en tout cas. On verra bien. On verra bien. Est-ce que, Anthony, toi, tu as quelque chose à ajouter sur cette équipe d'Haïti, puis surtout par rapport aux prestations de Derrick Etienne et Hervé Basile? Est-ce que tu penses aussi qu'ils devraient continuer face au Canada? Ils devraient être présents dans le 11? Oui, j'ai vraiment aimé qu'est-ce que j'ai vu de ces deux joueurs-là. Je pense qu'ils ont leur place et vraiment, oui. Ils ont vraiment fait un bon match et ils semblaient confiants sur le terrain, combattants. Je crois que ça répond aux valeurs de Haïti dans cette compétition-là. Parfait. Donc, on passe directement au Costa Rica, dont on sait que les quarts de finale, on parlera des quarts de finale plus tard, mais j'aimerais juste parler un peu de cette phase de groupe-là. Donc, on regarde le Costa Rica, 2 victoires, 1 défaite, la défaite contre Haïti. Est-ce que, je vois par exemple Saborio qui a encore marqué à 37 ans un but dans ce match-là contre Haïti, Joel Campbell, Brian Ruiz qui a sa première titularisation durant le match. Est-ce que, oui, je sais que l'entraîneur costaricien a fait tourner, mais qui de ces joueurs-là, selon toi, en tout cas des joueurs qui ont fait leur première apparition dans cette Gold Cup, méritent une place dans le quart de finale après? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a impressionné ou qui, pour toi, mérite sa place? Oui, et si je dois te sortir un seul nom qui m'a, on va dire, marqué et à qui je ne m'attendais pas à ce niveau-là, c'est Elias Aguilar. Le milieu gauche du Costa Rica dans le 4-4-2 de Matosas. C'est clairement, voilà, c'était un peu, on va dire, l'inconnu. Je l'avais dit lors du premier podcast de présentation. Ouais. On ne sait pas trop à quoi va ressembler ce Costa Rica de Matosas. On ne sait pas comment il va évoluer. On a beaucoup de questions. Et voilà, il fait partie des belles surprises, évidemment, Elias Aguilar. Et donc, si je dois t'en sortir un seul, ça sera Aguilar, même si j'ai été très, très surpris du niveau de Brian Oviedo, qui évolue à Sunderland en 3e division anglaise. Écoute, visiblement, il est très en forme et il a fait deux très bons premiers matchs. Après, si je dois faire un résumé de cette phase de groupe, tu l'as dit, 6 points. Donc, tu as géré le premier match contre le Nicaragua. Tu as été même très, très bon, on peut le dire. Après, l'adversité n'était pas incroyable également. Tu as affronté une équipe des Bermudes. Je vous ai entendu tout à l'heure parler des Bermudes. Moi, j'avais le même sentiment, c'est-à-dire que c'est une équipe bien en place, bon, qui ne joue pas bien forcément au football. Quand ils ont le ballon, c'est un peu compliqué, mais ils mettent ce qu'il faut sur le terrain, ils mettent les coups, ils mettent l'intensité, ils mettent tout ce qu'il faut. Mais le Costa Rica a quand même passé le cap des Bermudes. Voilà, belle vanne. Ouais, je vous l'avais préparé depuis un moment, celle-là. Et après, il y a cette petite erreur de parcours contre Haïti, mais on va dire que je me projette déjà plus sur le quart de finale en me disant, mais quel Costa Rica vais-je voir en fait? Est-ce que je vais voir le Costa Rica qui m'a bien plu lors des 2 premiers matchs, qui joue au ballon, qui a la possession, qui refuse pas le jeu? Parce qu'au Costa Rica, on avait un peu cette... comment dire, depuis quelques années avec Ramirez, on avait un peu connu le jeu sans ballon. Et du coup, là, c'est vrai qu'on retrouve un peu la possession, ça fait plaisir. Ça va être dur contre le Mexique parce qu'évidemment, le Mexique va sûrement écraser la possession. Donc, je sais pas, je suis assez dubitatif. Je m'attends pas à un exploit, on va être très très clair. Je pense que le Costa Rica va finir sa Gold Cup dans la nuit de samedi à dimanche. Mais en tout cas, j'espère qu'ils feront un match, on va dire, d'homme, si je peux me permettre. Et voilà, et mettre les ingrédients que tu n'as pas mis hier soir, parce que clairement, t'as pas le droit de faire. T'as pas le droit de faire les 45 dernières minutes que tu as fait contre Haïti. Ça, t'as pas le droit. Dans un match de foot, normalement, t'as pas le droit de les faire. Et ce qui donne encore plus la rage, c'est qu'à ce moment-là, il y a 1-0. Donc, si tu te dis que si tu mets juste l'intensité et le physique et tout ça, tu gagnes le match. Même pas tu le perds, même pas tu fais nul. Tu gagnes le match parce que tu mènes. Et c'est ça que je trouve très grave. Donc, il y aura beaucoup de regrets si tu sors contre le Mexique dimanche, quoi. Oui, effectivement. Et j'aimerais juste en parler, en fait, de ce match-là. On va commencer avec toi pour les quarts de finale. Après, on va donner un peu la parole à Anthony par rapport à ces quarts de finale aussi. Donc, Costa Rica, Mexique.
on a parlé, tu as donné des petits éléments de réponse, mais j'aimerais bien savoir pour toi quel serait le 11 pour ce match-là. Tu as dit que tu n'y crois pas trop au fait que Costa Rica batte le Mexique, mais quel serait ton 11, toi, Greg, pour le Costa Rica, si jamais tu as à choisir, si tu es sélectionneur? Et ben, dans les cages, déjà, Morera, ça paraît évidemment classique, j'ai envie de dire, hein, le remplaçant de Keylor Navas en son absence de cette Gold Cup, malheureusement, hein, même si Morera a fait une très très belle Gold Cup pour l'instant, il y a rien forcément à dire sur lui. Après, j'ai envie de te dire, ça serait du classique, hein, ça serait les équipes qu'on a vues par le passé dans la compétition, à savoir Morera donc dans les cages, Gamboa à droite, Waston et Duarte dans l'axe qui marche très très fort. Autant, tu vois, je me disais Pipo Gonzalez sur le banc. Ouais, faut voir. Mais en fait, Waston est énorme. Donc je garde cette charnière. Oviedo à gauche, j'en ai parlé tout à l'heure, tu l'as dit. Le latéral à gauche. Ensuite, un milieu à 4, donc en ligne, évidemment, avec les deux numéros 6, Alan Cruz et Celso Borges. Celso Borges qui fait vraiment une très belle compétition, même si lui fait partie un peu de mes déceptions. Tu vois, si tu dois prendre un joueur qui m'a un peu déçu hier, Celso Borges en fait un peu partie parce que je l'ai senti vraiment dans les 45 minutes baisser vraiment fortement en intensité et on avait un peu le sentiment qu'il se préservait. Tu vois, qui n'allait pas forcément dans les duels, qui n'essayait pas de mettre le pied quand il fallait. Donc un peu déçu de sa prestation hier soir, mais voilà, Celso Borges, c'est le taulier, il bouge pas avec Alan Cruz donc, Elias Aguilar, j'en ai parlé tout à l'heure, donc l'ailier gauche qui fait un travail énorme et je pense pas qu'il va rester très longtemps. Il a Jeju maintenant, hein, si je dis pas de bêtises, en Corée du Sud et je pense pas qu'il va y rester très longtemps, même si ça peut être un très beau club. Joel Campbell à droite, évidemment, puisque Joel Campbell, c'est l'éternel. C'est l'éternel pépite, hein, L'éternel j'ai envie de dire, espoir. ouais. C'est l'éternel espoir, c'est notre Ben Arfa à nous, c'est notre Samir Nasri, voilà, c'est Joel Campbell. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Et devant, par contre, la doublette Myron George et Jonathan McDonald qu'on n'a pas pu voir hier sur le terrain. Mais voilà, je pense que ces deux attaquants-là, ils risquent de poser des problèmes aux Mexicains. Est-ce que ça suffira pour les éliminer? Encore une fois, j'y crois pas forcément. Mais en tout cas, je, je, je serai debout dans la nuit de samedi à dimanche pour suivre ça, évidemment, parce que ça va être quand même J'espère bien. ça va être quand même très très sympa. On va pas se mentir, même si c'est à 4h Ben du oui. matin, ça va être super sympa quand même. Bah oui, Ouais, j'en parce doute que pas, j'en doute pas. Donc toi, tu mettrais pas Saborio alors. Donc si j'ai bien compris, tu mettrais de nouveau, tu ferais de nouveau confiance à Myron George et à oui, McDonald et pas du tout Saborio, même s'il t'a marqué quand même un but face à Haïti lors du seul match, la seule défaite. ouais, en fait, le problème dans la doublette d'attaquants de Myron George et McDonald, c'est que McDonald est plus un attaquant qui prend la profondeur, qui fait les courses dans la profondeur, alors que Myron George est un peu le pivot, le joueur qui joue en remise, et donc Saborio ne pourrait pas prendre la profondeur. Donc ça veut dire que si je dois en enlever un des deux pour mettre Saborio, j'enlève Myron George. Parfait, parfait. Et franchement, on va pas se mentir, je pense que Myron George Et est supérieur plus maintenant, en hein. forme et en forme et ouais et puis ils ont 10 ans d'écart donc malheureusement pour Saborio qui fait une très très belle saison d'ailleurs du côté de San Carlos cette année il a fait une magnifique saison vraiment mais ça n'a rien à voir malheureusement avec le haut niveau de la Gold Cup et le haut niveau du Mexique. Exactement. Donc, bref, Anthony, toi, tu penses quoi de ce quart de finale-là? Déjà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce 11? Est-ce que tu penses que le Costa Rica a une chance de battre le Mexique? Qu'est-ce que tu penses de ce quart de finale? Premièrement, je suis d'accord avec Greg pour le 11. Je crois que Myron George doit débuter parce qu'il est plus en forme physiquement et contre le Mexique, là, les attaquants devront défendre s'ils doivent avoir la moindre chance de l'emporter. Mais vraiment, parfois dans le passé, on a pu voir le Costa Rica, souvent quand ils sont des outsiders, pouvoir faire de bonnes performances. Et, Ah, mais de toute façon c'est notre meilleur rôle. C'est hein? notre meilleur rôle. C'est notre meilleur rôle. Oui, exactement. Donc, vraiment, ça peut causer la surprise. Je ne serais pas complètement choqué de voir le Costa Rica l'emporter, mais surtout si le Mexique fait un mauvais match ou est un peu trop confiant, là, le Costa Rica pourrait surprendre parce il a de belles qualités individuelles là, et vraiment, là, surtout en défense, comme l'a dit Greg, là, la paire de défenseurs dans les deux premiers matchs était avec Waston notamment. Là, c'était vraiment costaud. Et j'ai hâte de voir face à un Raúl Jiménez qu'est-ce que ça va donner. Mais je crois que ça va être un des plus beaux duels
de ces quarts de finale. Ah bah D'accord. c'est l'affiche des quarts de finale, hein, clairement. Quand tu regardes tous les quarts de finale possibles, parce qu'ils sont pas tous disponibles à l'heure où on parle, mais dans tout ce qui peut se passer, ouais, ça a l'air d'être le plus sexy. Et même si c'est à 4 heures du matin en française, je pense qu'il faut le regarder. Ouais, c'est un gros match, c'est un gros match. Toi, Dimitri, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette équipe costaricienne? Ouais, ben, je pense que franchement, ils vont devoir se battre comme ils ont l'habitude de faire, comme ils faisaient avant, en fait, lors de la Coupe du Monde 2014, un petit peu en 2018. Je pense pas que ça va passer par le jeu cette fois-ci. Je pense qu'ils devront garder ça très compact. Ils vont devoir être là dans les duels, contrairement au dernier match. Et ben, c'est vrai, se croiser les doigts et on sait jamais sur un bon contre, marquer un but et puis voilà, fermer la Ouais, puis parce boutique que vraiment. les deux de devant, Maya Rangers et McDonald, ils ratent pas grand-chose, quoi, hein. Franchement, je Mm, pense que si t'as deux, trois occasions dans le match, ils peuvent en mettre un, quoi. Honnêtement. exact. Après, il faudra voir comment ça tourne. Tu peux prendre l'eau très rapidement, ou alors ça peut bien tourner. J'ai une question, par contre, du coup, pour notre spécialiste haïtien, si tu le permets. Vas-y. Comment les Haïtiens jugent la victoire d'hier? Est-ce que on a tapé une très grosse équipe du continent, c'est la fête au village, c'est quoi l'idée du coup? Comment ils vivent Je pense Costa que Rica les en fait Haïtiens, chez vous? je pense qu'on voit le Costa Rica. On n'a jamais battu le Costa Rica. En tout cas, ça fait assez Ouais, longtemps, hein. Il faudrait que je regarde dans les archives, mais en tout cas, dans les 5 dernières confrontations, il n'y a pas de victoire. Donc, les Haïtiens sont, je pense, très contents de ça. Je ouais, pense qu'ils ont plus célébré le fait qu'ils ont terminé premier du groupe. premier. C'est dans les commentaires que j'ai entendu un petit peu chez certains médias haïtiens. C'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est le 9 sur 9 plus D'accord. que la Plus victoire qu'on a contre le tapé le Costa Costa Rica. Rica. Ok, ok, ouais, Ouais, parce que le 9 sur 9, il est important aussi, hein. C'est une performance que le Costa Rica ouais. n'a pas réalisée, hein. Matosas l'avait dit en avant-match, mais il voulait faire le 9 sur 9 parce que c'était quelque chose que le Costa Rica n'avait pas réalisé. Et Mhm. ça fait partie des grosses déceptions. Mais bon, Et Haïti non plus n'avait jamais fait ce genre de performance en Gold Cup. ah bah ça, Donc, finir premier du groupe pour Haïti, c'est énorme. Ouais. c'est énorme. C'est énorme. Parfait. Donc, moi, maintenant, j'aimerais juste, avant qu'on saute au match, au deuxième quart de finale, où je pense qu'il va y avoir beaucoup de débats, euh, Euh, j'aimerais juste qu'on donne comme ça juste un score pour ce quart de finale entre le Mexique et le Costa Rica. Donc, si jamais vous avez un score à donner, je vais commencer moi direct, comme ça, je vais me jeter direct, je vais me mouiller moi en premier. Moi, je dis que ça va aller une victoire du Mexique 2-1. Ah bah, Commençons par Anthony, tu penses quoi? Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai le goût de donner le Costa Rica vainqueur. Euh, ah, ça, c'est parce que tu m'aimes trop, c'est pour ça. mais oui, un 2-1 ou un 3-2, là, ouais. Parfait. Et toi, Dimitri? je pense que le Mexique va l'emporter 2-1 aussi. Parfait. Ça Donc, devrait le faire. on est sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que je t'aime bien. Et Greg, toi, et Greg, toi, tu penses quoi? Toi, Ouais, notre spécialiste costaricien. bah, je suis honnête avec vous, hein. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, le Mexique devrait se qualifier. Et par contre, pas plus d'un but d'écart. Ouais, 1-0 ou 2-1, mais pas plus d'un but d'écart. D'accord, parfait, excellent. Donc, bref, on passe au prochain match. Donc, Haïti-Canada. Anthony, je te laisse parler un peu de notre chère patrie, le Canada. Donc, parle-nous un peu de ce match-là. Qu'est-ce que le Canada, il devrait faire attention à quoi? On avait mentionné lors d'un dernier podcast, moi, j'avais dit comme quoi j'avais un peu peur des latéraux. Parce que nos latéraux sont un peu trop frêles d'après moi. Et je trouve que du côté haïtien, il y a du physique sur les côtés. En tout cas, parle-nous un peu de ce match-là, de cette confrontation entre ces deux équipes-là. Ben, c'est justement ce que j'allais dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche, mais vraiment, là, notre point faible, là, c'est un peu la défense et plus précisément les latéraux. Donc, vraiment, là, que ça soit Derek Etienne, qui soit sur les ailes, Désir, Cantave, vraiment, c'est des joueurs qui sont vraiment techniques et rapides. Et vraiment, là, je ne sais pas comment vraiment le Canada, surtout à la droite, là, face à un Derek Etienne là, junior, là, que ce soit Godino ou Broguillard, là, j'ai l'impression que la soirée risque d'être difficile. Donc, va vraiment falloir que le Canada fasse attention aux contre-attaques. Mais
sinon, là, j'ai quand même confiance envers le Canada. Je pense que notre milieu est supérieur et notre attaque aussi. Donc, ouais, j'ai l'impression que Milan Borjan, il va être quand même occupé quelquefois dans la rencontre avec des contre-attaques assez rapides. Mais je crois que justement, la clé du match, ça va être Milan Borjan. OK, parfait. Et toi, Dimitri, tu penses quoi de ce match-là? Dimitri a un peu son cœur un peu déchiré entre les deux parce que, bon, il est né au Canada, il est là depuis toute sa vie et puis, bon, il est d'origine haïtienne. Donc, je suppose que tu vas prendre parti pour Haïti parce que c'est la petite équipe, je pense, dans ce match-là, n'est-ce pas? Ben, c'est le cœur, bien sûr. C'est mon cœur. C'est toutes les histoires de mes parents qui reviennent à chaque fois que j'entends le mot Haïti ou que je vois le drapeau haïtien ou les couleurs haïtiennes sur un terrain. Donc, c'est sûr que mon cœur va être un petit peu plus avec les Haïtiens. Par contre, je serais pas non plus déçu si le Canada gagne. Je pense que le Canada a son arme à jouer dans l'axe, tout simplement. Si en fait, Jonathan David ou Cavallini, s'ils réussissent à passer derrière Jean-Baptiste et Gueffard, à mon avis, je pense que c'est assez léger comme défense centrale. Je pense que ça va le faire pour le Canada, malheureusement. Par contre, encore une fois, il s'agit de combat. Donc, si le Canada réussit à dominer vraiment le milieu de terrain, donc à ne pas se faire bouffer sur les duels dans le milieu de terrain, je pense que ce sera correct pour eux. Par contre, Haïti, c'est vraiment combat, combat, combat dans toutes les parties du terrain. Donc, de la défense jusqu'à l'attaque, il va falloir se battre. Il va falloir aller dans les duels, il va falloir gagner chaque duel et puis remettre le ballon sur les côtés. C'est la plus grande arme haïtienne, c'est la vitesse sur les côtés. Et cette fois-ci, Will Donald Guerrier sera là sur le côté gauche et Carlens Arcus qui joue à Auxerre, lui, il sera là à droite. Donc, si vous avez vu Jimmy Ben Alexis et Alex Christian faire beaucoup de courses et être très physique pendant le match contre le Costa Rica, je tiens à vous rappeler que ce sont les numéros 2 de ces positions-là dans la sélection. Donc, il y a, en tout cas, ces deux joueurs-là dont je vous ai mentionné, Guerrier et Arcus, leur sont supérieurs. Alors, vraiment, la clé du match va être là. Ça va être sur les côtés, les contre-attaques et voilà. Ben, exactement, c'est ça ce qu'on pensait, Anthony et moi. Donc, bon, juste pour vous mettre au courant, notre Greg a dû quitter le podcast, donc c'est pour ça que vous l'entendez plus. Même chose pour Antoine qui avait quitté avant qu'on parle de ce match-là entre le Costa Rica et Haïti. Donc, on n'est plus, il n'y a plus que Dimitri, Anthony et moi. Donc, on va juste continuer avec cette petite analyse de Haïti. Tu as déjà donné des petits éléments de réponse. Donc, si jamais tu as donné ton 11 dans ce match-là, pour Haïti, tu donnerais qui en fait? Bon, c'est certain que Placide est dans les buts. Je pense que ça va se jouer en 4-3-3 qui va peut-être se métamorphoser en 4-4-2 là. C'est jamais clair. En tout cas, même dans le match contre le Costa Rica, c'était plus ou moins clair. Quoique j'ai vu vraiment Désiré jouer un petit peu plus à droite, mais ça va se résumer en ceci, la défense centrale avec Jean-Baptiste et Gueffard. Sur le côté gauche, on va avoir Will Donald Guerrier avec Carlin Sarkis, comme je disais plus tôt. Au milieu, ça va être Steven Sabah qui fait un excellent tournoi. Hein, ça, c'est pour toi, Adi. Hein? Libanais d'origine. Libanais d'origine. Qui va être au milieu avec Alceus qui a fait beaucoup de courses hier. Et sur les côtés, vous allez avoir Derrick Etienne, bien entendu, à gauche, et Hervé Basile sur le côté droit. C'est dommage, Greg nous a quittés là, mais en tout cas, moi, avec Haïti, nous, ça fait longtemps qu'on l'attend, Hervé Basile. Je l'ai déjà vu jouer aussi à Caen, c'était pas fantastique, mais je pense que pour la CONCACAF, c'est très bon. Et Nazon et Pierrot vont être de retour en attaque en pointe. Donc, c'est comme ça que ça va jouer. D'accord, parfait, excellent. Et juste comme ça, pour la forme, Anthony, je suis sûr que tu veux parler un peu d'Haïti. Puis après, je vais te laisser faire ton 11 canadien, comme ça, juste pour la forme, pour s'amuser. C'est bon. Donc, oui, vraiment, Haïti, là, je suis d'accord avec Dimitri pour le 11. Là. J'ai vraiment l'impression que, même si c'est peut-être pas l'affiche des quarts de finale de cette Gold Cup, je crois que ça va être un des matchs les plus intenses, les plus rapides, les plus physiques. Je crois que les deux nations vont avoir des occasions.
le Canada, ça va être plus sur la construction du jeu. Haïti, ça va être plus les contre-attaques. Mais vraiment, je pense que ça va être vraiment un bon match. Et pour le Canada, là, mon 11, je mettrais pas mal le 11 qu'on avait mis au premier match face à la Martinique. Donc, logiquement, Boran dans les buts. Marc-Anthony Kaye à gauche. J'aime vraiment pas ça le voir à gauche. Je pense qu'au milieu, il serait vraiment mieux. Mais j'aime encore moins voir Alphonso Davies à gauche. Merci beaucoup. Et Ashton Morgan, je le vois mal lancer sa compétition en quart de finale. Sinon, là, en défense centrale, là, Cornelius Hutchinson, je suis pas contre. C'est sûr qu'Hutchinson, au milieu de terrain, ça serait mieux. Mais encore une fois, là, on a vraiment des bons milieux de terrain. Fait qu'Hutchinson peut quand même bien faire au centre. Attends. Donc, tu préfères Hutchinson à Henry? Ben, j'hésite vraiment entre les deux, honnêtement. OK, parfait. Et à droite? À droite, je mets Brault-Guillard parce que je suis pas mal du même avec toi. Là. Je crois que Godinho a vraiment pas impressionné jusqu'à présent. D'accord. Ensuite, au milieu central, je mettrais que c'est ça comme au premier match. Le reste de l'effectif, ça serait vraiment comme au premier match. Là. Piet et Arfield un petit peu plus en défense. Osorio va en tant que milieu central offensif. Davis à gauche, Oilette à droite et David en pointe. Ouais. Moi, je suis presque d'accord avec toi. Par contre, pour moi, encore une fois, je sais que ça va. En fait, moi, je changerais un peu le tout. J'aimerais bien voir, en fait, Borjan dans les buts. À droite, Brault-Guillard, je suis complètement d'accord avec toi. Mais en défense, je reviens à Henry Cornelius, qui, je trouve, déjà ont des automatismes ensemble pour le nombre de matchs qu'ils ont joué ensemble en défense centrale. À gauche, je suis complètement d'accord avec toi, avec Marc-Anthony Kaye. Puis, parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, Morgan, même s'il a joué une partie contre Cuba, il n'est juste pas au niveau. Au milieu de terrain, par contre, c'est là où ça change. Moi, je suis pour Arfield, Piet, mais à ce moment-là, je mettrais Hutchinson au milieu avec Arfield et Piet. Donc, Piet seul devant la défense avec les deux en 8, Arfield et Hutchinson, qui a déjà joué à ce niveau, qui sera un peu à son poste. Déjà, avec le Canada, il jouait de manière un peu plus offensive. Après, je mettrais Hoylett, même chose que toi, Hoylett, Davies et en pointe Jonathan David. Même si c'est difficile pour moi de mettre Cavallini, pour moi, c'est soit de mettre Cavallini sur le banc. Pour moi, c'est simple. Ça va se jouer entre Hutchinson et Cavallini. Je vais m'expliquer. Donc, c'est soit Hutchinson est au milieu de terrain avec Arfield et Piet, soit Hutchinson est sur le banc. Et à ce moment-là, tu remets à la place de Hutchinson, tu mets Oilett au milieu central en tant que milieu offensif, Jonathan David à droite, puis Cavallini en pointe. Donc ça c'est mon point de vue par rapport au 11. En tout cas, c'est une grosse formation. Tu as ajouté quelque chose, Dimitri, par rapport au 11 du Canada? Moi, je dirais que si David jouait à la place de Cavallini, je pense que ça dérangerait beaucoup plus sa défense haïtienne parce que Gueffard et Jean-Baptiste dans la charnière centrale, c'est pas rassurant. David, avec sa rapidité, franchement, il va vraiment les déranger. Je verrais plus ça. Tandis que Cavallini, même si bon, il est quand même mobile là pour son poids là, mais je pense que quand même David serait beaucoup plus dangereux. Et puis en plus, il y a le facteur émotionnel pour lui, puisqu'il est d'origine haïtienne lui aussi. Parfait. Et toi, Anthony, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à mon 11? Oui, j'allais dire, donc toi, tu vois Osorio sur le banc? Oui, je vois Osorio sur le banc. Même si, écoute, c'est très possible qu'il choisisse ta formation à toi, que Herdman choisisse ta formation à toi. Mais c'est ça qui est sympathique avec le Canada. C'est que le Canada a de la profondeur partout, à part en défense, mais partout au milieu et en attaque. Et c'est du jamais vu au Canada. Au Canada, même quand ils avaient gagné la Gold Cup 2000, il n'y avait pas cette profondeur-là sur le banc. S'il y avait 2-3 joueurs qui se blessaient, dont les fameux Paul Stateri et ainsi de suite, il n'y avait personne sur le banc qui veut prendre leur place. Ce qu'on n'a plus
comme problème maintenant. Donc, bref, j'ai vraiment hâte. On va continuer dans le même modèle du podcast. Donc, en fait, on va clôturer comme ça. On va parler de score. Donc, on va commencer par Dimitri parce que j'ai juste envie de le taquiner un peu. Donc, donne-moi ton score pour ce match-là. Je l'ai mentionné plutôt, je pense, si c'est pas Twitter, c'est sur mon Facebook personnel. Là. Je pense que ça va aller en prolongation, ça. Ça va être une victoire du Canada, mais au bout de 120 minutes, ça va se terminer 2-1 à mon avis. 2-1 pour le Canada. Mais mon cœur voudrait l'inverse. Ok, ben oui, on l'a compris, on l'a compris. Toi, parfait. Moi, je vais donner mon score. Moi, je pense à une victoire du Canada sur le score de 3-1, même si je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, même si le score peut paraître assez large. Moi, je pense que le Canada a ce qu'il faut. Par contre, je ne pense pas que le Canada a ce qu'il faut pour garder sa cage inviolée. Donc, bref, on verra bien ce que ça va donner. Anthony, donc, quel est ton score? Ouais, moi, j'ai le goût d'y aller pour un 3-1, mais vraiment un 3-1 pas dominé par le Canada, là, un 3-1 chaudement disputé avec le dernier but vraiment dans les derniers instants de la rencontre. Là. Mais oui, j'y vais avec un 3-1 et ouais, c'est ça, 3-1. Parfait. Ben, écoutez, on verra ce que ça va donner. En tout cas, on a vraiment très hâte à ces quarts de finale-là qui se disputeront ce samedi qui arrive. Écoutez, je veux remercier en premier les invités qui sont déjà partis. L'invité qui est déjà parti, Greg Chaboch. Aussi, Antoine Latran qui a dû nous quitter malheureusement. Et aussi, bien évidemment, Dimitri Valsens. Dimitri, merci encore d'avoir répondu à l'invitation aujourd'hui. C'était vraiment un réel plaisir de te parler. Le plaisir est partagé, messieurs. Parfait. Anthony, merci encore une fois de nous donner ton expertise. Merci pour tout. Pour les auditeurs de Culture Soccer, n'oubliez pas, le podcast quotidien de la Gold Cup continue tout au long de la compétition. C'est sûr, s'il n'y a pas de match, il n'y aura pas de podcast, bien évidemment. Restez à l'écoute, partagez tout ça. Allez sur notre chaîne YouTube pour écouter aussi nos podcasts. Ils sont disponibles là-bas, comme surtout vos applications de podcasts préférées. N'hésitez pas à bien évidemment regarder, lire nos articles et partager. On est toujours là pour vous. Et posez vos questions. On est là pour répondre. Bien évidemment, ça fait partie de ce qu'on aimerait faire dans le futur. Merci encore pour votre expertise et votre temps, les amis. Et à la fois prochaine.